va aborder ce thème important qui est celui de la décroissance, puisque c'est vers là qu'on veut avancer quand même. Donc j'entends par décroissance le refus d'une société de surconsommation et d'exploitation des ressources, de toutes les ressources, y compris humaines, bien sûr. Quelle place cette décroissance a ? Tu disais tout à l'heure, Erwan, les petits pas, quand on nous a beaucoup vendu les petits pas, on était tous hyper responsabilisés, vachement sérieux, un pipi sous la douche et tout, c'était une discipline. Et ça a pesé beaucoup sur les gens qui étaient très malheureux, y compris sur les enfants. Moi, je me rappelle des enfants qui faisaient la leçon en disant alors que c'est pas leur responsabilité et c'est pas à cet âge-là qu'on doit se sentir coupable. Donc, il y a ces petits pas, peut-être qu'on les a quand même gardés. Moi, je sais que je suis pas revenue en arrière. Pour autant, la décroissance, voilà, c'est quoi aujourd'hui dans vos vies et quelle place elle a Erwan, tu... Ouais, je veux bien. Ouais. Et ça me fait penser à une phrase de je ne sais plus qui, je suis très nul en citation, qui disait que c'est un marathon qui nous attend et à courir en faisant des petits pas, on se casse la gueule, quoi. Donc effectivement, la stratégie des petits pas, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire si on a envie de courir un marathon. Et que je pense c'est une très bonne transition parce que je voulais intervenir là-dessus où effectivement sur le comment on avance, c'est aussi une pratique du quotidien. Et je pense qu'on met aussi trop en avant les actions de première ligne, de terrain, de blocage et tout, parce que ça fait des belles images, c'est très médiatisé. C'est important de le faire, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a même une fin pour ce genre d'événement. Exactement, mais moi-même, je suis venu dans le militantisme à travers ça, parce que j'avais besoin d'action, j'étais en éco-anxiété, machin, j'avais besoin d'agir pour reprendre une puissance sur un micro-bout de planète de ce qui se passe. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me mettre en action. Mais je pense que c'est aussi invisibiliser une grosse part de la lutte qui est la pratique au quotidien du prendre soin, en fait, de ralentir. Et ça vient pas nulle part parce que c'est une pratique beaucoup plus associée aux femmes, alors que se mettre aux premières lignes, c'est beaucoup plus associé aux hommes, être viril, machin, se mettre dans son corps et tout. Je pense que ça vient de là, tu vois. Oui. Et que je pense qu'il est important de remettre ça en lumière et de le sortir de cette invisibilité où il est. C'est le cas de plus en plus. Il y a de plus en plus d'autrices qui parlent de ça et tout. Et tout simplement, ça veut dire ralentir, ça veut dire prendre soin de ses camarades. Y compris dans son action militante. Ouais, aussi le temps, on est sur un marathon, effectivement, on va pas pouvoir... Et c'est vrai que les rapports du GIEC font qu'on se dit qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps du marathon. C'est ça qui est... mais on n'a pas le temps, mais on n'a pas le temps non plus de ne pas prendre soin de nous. Tu vois. En fait, c'est pas une option. En fait, on se bat pour un monde meilleur, et on peut pas se battre pour ce monde auquel on aspire tout en ne le vivant pas au quotidien. Tu vois. Ou en détruisant les gens qui se battent. C'est ça. En fait, si j'ai envie d'un monde plus tard où les gens prennent plus soin d'eux, où il y a plus de solidarité, de relations interpersonnelles profondes, j'ai envie de vivre ça dans mon quotidien et déjà de le faire advenir aujourd'hui dans mon entourage, dans mon quotidien. Quoi. Dans la lutte, oui, ça rejoint un petit peu d'ailleurs l'esprit des ZAD, où on prend soin dans les ZAD, beaucoup. Bernard, tu voulais intervenir par rapport à la décroissance. Tu t'en es où de ta décroissance, toi ? T'es décroissant comment ? Moi, je suis décroissant depuis longtemps. Depuis la naissance ? Non, pas depuis la naissance, parce que j'ai quand même, je suis issu d'un milieu social. Mais la réflexion autour du trop, autour de la nécessité de faire un chemin le plus économe, le moins impactant possible. C'est vrai que c'est un chemin individuel, mais je vois que chacun, de toute façon, c'est le sens général, il me semble, où il y a beaucoup de gens qui, dans la lutte, font correspondre les idées avec les actes. C'est la moindre des choses. Oui, on abandonne des choses. Voilà, mais je pense que quand même, ça a des conséquences, notamment par rapport aux moyens de la lutte. C'est vrai que la lutte, d'une manière générale, a peu de moyens en regard des moyens absolument extravagants des puissants auxquels on est amené à se confronter. Donc c'est forcément pas une accumulation de moyens encore plus importants qui va nous faire réussir à avoir les résultats qu'on cherche à avoir auprès de l'opinion publique. Oui, il faut être aligné. Voilà. Oui. Et alors, le fait d'être aligné, ça passe aussi par l'économie de moyens dans les actions qui sont
qui sont portés. Et c'est vrai que quand on va en manif avec le bout de banderole qu'on a réussi à récupérer et dont on a fait un chef-d'œuvre parce qu'il est unique et qui va servir dans un moment précis, c'est peu de choses matériellement, mais c'est tout ce qui doit être aligné à ce moment-là. Et les morceaux de carton, les bouts de bois. Moi, je trouve... Ramdam sur le macadam et la course sur la nationale avec des machines extraordinaires, en fait, absolument avec rien du tout. Mais oui, bien sûr. On a tous des étoiles dans les yeux quand on se rappelle de ces moments-là, oui, c'est certain. Et la décroissance, toi, alors tu vis dans une yourte déjà, donc il y a cette idée de laisser peu d'empreintes. Oui, c'est Excuse-moi, sûr. Je parle de ta vie personnelle. Ça y est, c'est grillé. Non, mais grillé. effectivement, c'est vrai qu'il y a un plaisir de ça. Oui, depuis le jour où moi j'ai fait du cirque et du coup j'ai été en caravane et quand j'ai fait mon déménagement, j'ai oublié plein de cartons parce que je les avais oubliés, je les avais disséminés dans Paris. Et 6 mois plus tard, je me suis rendu compte ah mais tiens, j'ai pas ça. Ah mais tiens, j'ai pas ça. Ah mais en fait ça fait 6 mois que je vis sans et il n'y a pas de problème. Donc j'ai eu ce plaisir-là effectivement personnel. Et c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. C'est pas privé. Ah non, pas du tout, au contraire. Parce qu'on nous raconte ça, que la décroissance, on se fait du mal, que ça va être dur, alors que bon. Mais par contre, c'est vrai que j'ai opéré un petit virage dans la tête depuis 2 ans aussi. Il y a beaucoup de virages en ce moment, mais parce que tout d'un coup, ce que j'ai trouvé, je me dis que la décroissance, ce qui est compliqué, c'est qu'on a toujours une impression de revenir quelque part. En fait, c'est pareil, c'est un mot qui est un peu complexe pour ça, dans l'imaginaire qu'on peut avoir, ou que le grand public peut avoir, parce qu'il est aussi véhiculé par des médias qui ne sont pas forcément partisans de ça, et du coup on va donner des définitions, la définition qu'on veut. Mais je trouve que ce qui est super, c'est d'arriver à l'associer à la notion de progrès. Et par exemple, il y a des exemples très concrets qui sont les low-tech. Moi, je trouve ça assez incroyable, cette découverte-là des low-tech, parce qu'en fait, il y a le plaisir de découvrir des choses, mais pour travailler avec parcimonie sur les choses sur lesquelles on travaille. Le mot parcimonie, c'est un mot que je trouve hyper important aussi là-dedans. Et parcimonie plus que sobriété. Ouais, c'est-à-dire comment. Mais parcimonie, ça, c'est lié aussi à une autre voie. Moi, je trouve qu'une autre voie, c'est le projet alternatif à l'autoroute. Pour moi, il y a vraiment la notion de progrès et la notion de décroissance entre guillemets, même si c'est jamais dit comme ça, qui sont associés parce que c'est tout d'un coup un travail urbanistique qui est pour une transformation réelle de l'espace en vue de 2050, donc et qui est sur le long terme et qui raconte à quel endroit on peut travailler l'espace, mais avec parcimonie. Oui, et surtout qui fait envie. Et voilà, et du coup qui fait envie. C'est très sexy, une autre voie. On a envie de vivre dans ce monde-là. Et voilà. Parce que quand on nous parle de décroissance, quand les médias, ou quand on dit les médias, on a l'impression que ça y est, on tombe dans le complotisme, etc. Mais les médias traditionnels, quand ils parlent effectivement de décroissance, ils ont toujours la même question mais est-ce que c'est pas dur? Est-ce qu'on va pas renoncer? La bougie, la fameuse bougie à laquelle on va... Bon. Alors qu'en fait, la bougie, ça fait un teint superbe. Ça efface Enfin, moi, je suis pour la bougie. Mais en permanence, là, il y a eu ce travail de communication de dire que l'autoroute n'est plus le progrès. Ça fait 2 ans qu'on le martèle, que c'est plus que ça pour plein d'autres gens, parce que ça fait pas que 2 ans cette histoire. Mais et le progrès, le progrès est ailleurs. Et voilà qu'est-ce qu'on propose comme type de direction. Et en ce sens-là, moi je trouve que c'est important d'associer les deux mots. Ouais. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, je te rejoins assez là-dessus, sur l'imaginaire que ça véhicule, et c'est aussi très associé à mon sens à l'écologie punitive, tu sais, de dire ah oui d'accord, donc c'est les écolos radicaux qui prônent la décroissance, ils sont là pour nous punir et pour nous faire régresser. Et effectivement, je pense qu'il faut facile à dire, mais qu'on arrive à montrer à quel point c'est bénéfique pour nous. Effectivement, c'est un progrès, mais en fait sur tous les aspects, parce que quand on nous dit écologie punitive, en fait c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est punitif à Valence, là, les inondations, c'est ça qui est punitif. On souffre, oui. C'est pas d'isoler les maisons qui est punitif. On souffre et on meurt, oui. Et même, mais sur tous les aspects, tu vois, on parle beaucoup de sécurité en ce moment, ou d'insécurité, tu vois. Et en fait, aller dans la décroissance et dans la sobriété énergétique, tout ça machin, ça participe à la sécurité de son environnement, à la sécurité de l'air qu'on respire, à la sécurité de la qualité de la nourriture qu'on va manger, de notre santé. Enfin,
ça amène la sécurité, ça amène la santé, ça amène le bien-être, ça amène des milliards de trucs en fait qui ont été abîmés, qui ont été abîmés et qu'on veut pas laisser montrer en fait. Ouais. Justement, quand tu parles de ça, et tu l'as un peu abordé aussi tout à l'heure, Bernard, on t'a vu te mettre devant des forces de l'ordre bien déchaînées, au milieu de nuages de lacrymo, et t'interposer alors qu'il y avait quand même des blessés. Je sais, tu vas me dire qu'il n'y avait aucun danger. Ouais. Nous, on était moyens. Pierre, t'as quand même été dans des situations, je sais, tu vas aussi me dire non, où quand même ça pouvait déraper, parce que ça peut toujours déraper quand on était dans le Tarn sur le trajet, ça pouvait déraper. Erwan, on va pas se mentir, la garde à vue, tu connais bien, voilà. Tu connais aussi le burn-out militant, la dépression. Et c'est vrai que je voulais pas éviter cette question-là. Pour moi, il y a une limite en fait qu'on a toutes, quitte quelque chose d'intime, hein, bien sûr. Quand est-ce qu'on l'atteint, mais aussi est-ce que ça se réfléchit en amont, ou est-ce qu'on sait qu'on l'a dépassé quand on l'a dépassé? Qui veut répondre à ça? Il me semble que la question elle est au milieu. De toute façon, enfin, la question du soin, c'est quelque chose qui est très collectivisé aujourd'hui dans les mouvements de résistance, parce qu'on en a réellement besoin, et c'est, il me semble, en train de passer dans les mœurs militants. Hein, le fait de regarder l'autre, se considérer soi-même, toucher les limites et puis se mettre en retrait, tout ce qui est nécessaire, penser à l'autre qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on se demande bien qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, des choses comme ça. Le collectif. Voilà. Et donc la question du soin, effectivement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui central et à maintenir central si on veut pouvoir faire le marathon. En fait, on est vivant sur un parcours et il faut continuer à ce parcours-là, donc se maintenir en capacité. Pour moi, c'est un petit peu l'enjeu, il est là. Je te vois hocher de la tête. Tu es d'accord, hein? Oui, parce que c'était l'histoire du parcours, parce qu'au bout d'un moment, ça me donne l'impression que les choses ne s'arrêteront pas comme ça. Enfin, moi j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans une dynamique comme ça, qui est aussi constructive, au final on se dit mais en fait ce qui se passe c'est la vie. Donc en fait ça va pas s'arrêter. Donc en fait on est en train de... C'est juste un virage qui se prend, qui peut être un peu brutal quand il arrive des choses très fortes contre lesquelles ce qui nous font réagir fort. Mais derrière, quand les choses se construisent à cet endroit-là, moi j'ai cette impression-là qu'on est parti pour un marathon, mais qui ne va jamais s'arrêter. Le marathon, c'est la vie. Donc comment est-ce qu'on fait pour effectivement prendre soin? Enfin, c'est ce que tu dis, c'est que le chemin doit correspondre à là où on veut aller. Et la difficulté, moi j'ai l'impression, au-delà du fait que je pense que quand même, c'est compliqué de ne pas faire les choses empiriquement. Parce qu'en fait, on découvre sur le moment à quel endroit ça nous met. Ça, c'est pas en amont qu'on peut réfléchir ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression que dans un premier temps, au moins, il y a besoin de se frotter, parce qu'en fait, c'est un endroit où on se teste un peu nos propres limites. C'est des endroits où on se pose la question à quel endroit on se positionne dans un espace et dans un contexte. Donc, il y a un moment comme ça. Et la grande difficulté pour moi, c'est que quand il y a des choses qui font autant sens de s'opposer à quelque chose dont on est fermement convaincu qu'il y a autre chose de mieux à faire, c'est extrêmement compliqué de comprendre ou d'intégrer que notre corps a besoin de pause, alors que le sens et l'urgence en général ne s'arrêtent jamais. Ça te parle, Erwan? Ça me parle énormément. c'est complètement ça. Après, je pense quand même que collectivement, on peut être capable de mettre en place des garde-fous. Tu vois, que je pense pas qu'on soit obligé d'aller se confronter au burn-out pour apprendre nos limites. Je pense que effectivement, c'est bon, la lutte elle est assez expérimentée pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un militant ou une militante va être en burn-out et de mettre des warnings, mettre en place plus de... Moi, je me reconnais là-dedans parce que j'ai tendance à m'y mettre à 200% mais du coup, c'est un effet pervers où du coup, tu prends en main plein de trucs et tu délègues pas trop. Et du coup, tu as beaucoup de poids sur tes épaules. Et du coup, tu peux plus trop t'arrêter parce qu'on repose sur toi.
Et c'est là où, à un bout d'un moment, t'exploses en vol. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense que, voilà, ça, collectivement, on peut être capable de mettre en place des garde-fous pour essayer de... Oula, attention, t'as trop de trucs sur tes épaules. Viens, délègue un peu. Je comprends ton enthousiasme, c'est super, mais attention, il faut en mettre ça aussi. La lutte construit ça, hein, je pense qu'elle est en train de construire ça beaucoup. Hein. Et c'est très lié avec ce que disait Bernard tout à l'heure, je pense, sur la précarité de la lutte, où effectivement, on a peu de moyens, on a peu d'énergie, on a peu de monde, et donc il y a des priorités. Et qu'est-ce que tu fais quand tu luttes contre n'importe quoi ou n'importe qui, en fait? Et bah, tu vas prioriser souvent la lutte directe, c'est-à-dire faire les tracts, faire les trucs, préparer les actions, machin, parce que c'est ça qui va avoir un impact sur la lutte en elle-même. Et du coup, en conséquence, tu délaisses la santé des uns et des autres. Et c'est compliqué, Ouais, c'est compliqué, mais il ne faut pas qu'on le délaisse. Non, je pense que c'est, comme tu le disais Bernard, central. Il y a peut-être une réponse dans le reportage qu'on va voir. Là, je disais que Gouard avait rencontré un début de réponse en tout cas, avait rencontré cette personne qui garde l'anonymat. C'est quelqu'un qui publie sous pseudo, mais il peut tout à fait changer de pseudo. Donc l'anonymat fait partie aussi de sa démarche politique de ne pas rentrer dans le système, mais c'est aussi nécessaire parce qu'il va nous parler d'éco-sabotage. Et c'est intéressant, je trouve, ce qu'il dit entre l'artivisme qui serait une démarche un peu individuelle, voire individualiste, et le militantisme qui est collectif. Et c'est peut-être dans cet aller-retour qu'il y a une solution par rapport à se réparer aussi et par rapport aux soins. On regarde le reportage. Mes premières expériences de lien entre l'art et l'activisme, ça a été avant tout une expérience de modestie, c'est-à-dire que la pratique artistique, c'est souvent une pratique de la signature, parfois aussi un peu de l'ego, de la mise en scène de soi. Et c'est vrai que c'est assez éloigné, a priori, de la pratique du militantisme, qui est une pratique d'humilité, de collectif, où on se donne plutôt dans l'action commune. Donc, le parallèle qui a pu s'opérer finalement entre ces deux activités, ça a été finalement bien plus la manière dont le militantisme m'a amené à remettre en question ma pratique de l'art, ou ma vision de l'art, plutôt que l'inverse. Après, de toute évidence, il y a des parallèles innombrables, et je pense que ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est de créativité, y compris par ailleurs dans le champ militant. Donc peut-être que ça peut déjà nous amener sur le livre en lui-même, c'est-à-dire comment est-ce que, au sein des pratiques, des tactiques ou des manières d'agir, trouver des positionnements qui fassent que le mouvement écolo en général soit moins prévisible, donc aussi d'une certaine manière plus créatif. L'art a beaucoup à apprendre finalement des pratiques militantes. Dans une certaine mesure, savoir qui signe ou qui ne signe pas, je crois que c'était Nietzsche qui disait, qui rêvait d'une bibliothèque dans laquelle les noms d'auteurs auraient disparu. Alors c'est un peu radical, mais enfin, après on a besoin de radicalité. Et ça renvoie aussi à cette idée que ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, et dans quelle mesure est-ce que ça va servir un peu le pot commun, quoi. Donc de ce point de vue-là, il y a une espèce d'obésité de la signature qui rapproche malheureusement parfois trop le champ de l'art ou les champs de l'art de ce qui relève aussi d'une sorte d'esthétique capitaliste fondée sur l'individu, sur l'auteur, sur la célébrité ou que sais-je. Bon, il y a bien entendu plein de nuances à faire entre tout ça, mais je pense que si on regarde les temps révolutionnaires au 19e, au 20e siècle, il est évident que l'art a su à ces moments-là s'interroger justement sur cette dimension bourgeoise aussi, faut le dire, de l'art, au profit d'un art qui soit plus populaire, plus disséminé, moins spécifique, moins professionnel peut-être aussi, plus appropriable par tous, plus démocratique, peut-être aussi plus relié à des arts dits pauvres que pourraient être les arts décoratifs par rapport aux arts d'élite. Bon, toutes ces questions-là, finalement, il y a beaucoup d'interrogations à se faire dans le champ de l'art, sur les hiérarchies qui peuvent s'y opérer encore aujourd'hui, quoi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que l'art et la vie peuvent se rejoindre. Et de ce point de vue-là, il y a quelque part aussi dans l'appel au faire, à l'acte, au geste. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est très présent dans cette idée du passage à l'acte qu'on peut avoir dans ces stratégies dites radicales. Quand on lit des biographies ou des histoires de révolutionnaires ou de résistants, on sent chez eux une sorte de ferveur
d'enthousiasme, j'allais presque dire de joie de vivre, ce qui est surprenant quand on connaît les conditions de vie qui étaient les leurs et le risque de mort, presque quotidien. Il y a une espèce d'émulation qui me rappelle ce qui peut être celle de l'épanouissement d'un artiste en pleine activité. Donc c'est un parallèle un peu étrange, mais je trouve qu'il y a une espèce de joie qui est disponible dans ces deux activités qui est assez proche. Les marches pour le climat, les actions de désobéissance civile, et tout ce lot finalement qui depuis les années 80-90 constitue pour ainsi dire l'essentiel, voire l'unique outil qui est proposé aux militants pour agir. Donc il y a une espèce de constat que tout le monde peut faire aujourd'hui qui est plus de 40, 50, 60 ans de lutte écologique si on part des années 70 pour un résultat qui est pas proche de zéro mais quand même pas si loin. Très peu de victoires et par ailleurs en face un système industriel qui continue lui d'avancer. Et en observant l'histoire militante du 19e et 20e siècle, on retrouve en fait dans cette histoire en fait tout un panel d'actions, notamment de l'action directe dont le sabotage fait partie, mais je le redis, ça n'est qu'une partie et qui est en fait stratégiquement indispensable si on veut basculer à un autre niveau. Ce qu'on appelle l'action directe, ça implique aussi bien de monter une cantine, de faire une grève ou de distribuer des tracts que de faire des actions de sabotage ou de désarmement, comme on dit. C'est plus comment réouvrir l'ensemble du panel des actions à notre disposition, et bien comment est-ce qu'on peut aussi avoir derrière des organisations différentes et peut-être aussi des objectifs et des perspectives de renversement différents. Du coup, les dessins, effectivement, viennent rythmer le texte. C'est une manière pour moi d'essayer de faire le lien, on l'a dit précédemment, entre ces différentes préoccupations qui sont les miennes, de ne pas faire le deuil. Je crois que c'était Emma Goldman, qui disait « Je ne veux pas d'une révolution où on ne danserait pas ». Elle ne le dit pas comme ça, mais c'est à peu près l'idée. Moi, je ne voudrais pas d'une révolution où on ne dessinerait pas, c'est à peu près équivalent. Donc je dessine. Et en même temps, j'appelle d'une manière ou d'une autre aussi à penser ou à repenser la question révolutionnaire. Et ça passe par l'humour aussi, je sais pas, des choses de ce type-là, qui est une manière presque cathartique de montrer dans quelle mesure est-ce que le mouvement climat nous plongeait dans l'impasse, dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait dépasser justement ces stratégies militantes dont je parlais tout à l'heure. Après, les dessins sont venus rythmer la lecture, peut-être aussi lui donner une petite légèreté. Un livre, c'est une nourriture qui est faite de multiples lectures, donc de multiples auteurs, et je pense qu'il y a quelque chose qui relève là encore d'une forme de travail collectif, signé mais collectif. Bon, j'adore le dessin, perso. Je veux bien le récupérer. Et je parie que c'est une dédicace pour Gouard. Gouard, c'est ça? C'est ta dédicace pour ton bouquin ou pas? Ouais, ok. Bon, écoute, c'est bientôt Noël, tout ça, un cadeau. Vous avez des réactions par rapport à ce qu'on vient de voir? Sinon, j'ai des questions, évidemment. Ouais. Moi, j'avais envie de réagir sur le... Il n'y a pas beaucoup de victoires. Oui. Où je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense au contraire qu'on oublie dans le monde militant les victoires. Mais d'ailleurs, récemment, il me semble, un reporter a fait un inventaire de toutes les victoires depuis 40 ou 50 ans, là, un truc comme ça. Ils se comptent par centaines. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est 162 victoires qu'ils ont répertoriées. Ils ont du coup fait une analyse de qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche le moins en moyenne et statistiquement et tout. On a peut-être l'impression, effectivement, d'être sous le poids de toutes les... Ouais. Parce mais normal, nous on lutte contre les merdes qui nous arrivent sur le coin de la gueule, et du coup on n'est plus mobilisé sur les victoires passées, alors qu'en fait elles nous entourent. Une qu'on a tendance à oublier mais qui a été majeure, c'est Notre-Dame-des-Landes, où il y a encore des gens qui habitent sur la ZAD aujourd'hui, qui n'est plus une ZAD d'ailleurs, mais qui est un lieu de vie. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, le combat continue à Notre-Dame-des-Landes pour d'autres choses, mais enfin c'est la vie, quoi. C'est un chemin. C'est pas aussi une victoire et tout s'arrête et c'est super. On a gagné, on est sur un territoire. Comme avant, en fait. Voilà, c'est ça. Non. Il faut tout reconstruire.
et puis reconstruire comment et le système continue de vouloir détruire de toute façon. Si c'est pas avec un aéroport, c'est avec autre chose. C'est une permanence. Voilà, c'est une permanence. Tu voulais réagir par rapport à ça aussi? C'était pour... Non, mais précisément la même raison, savoir que de fait, il y a des victoires et qu'il faut, même si on ne s'en rappelle pas, parce que des fois elles sont mineures, des fois, mais il y en a des majeures, et puis les victoires, c'est aussi toutes celles qui sont à venir, il n'y a qu'à y aller. Hein, c'est le chemin dont tu parlais, c'est le chemin. Vous comprenez pourquoi on aime Bernard, voilà. C'est vrai, il n'y a qu'à y aller. Ouais. Et c'est aussi les victoires invisibles de, par exemple, là, la 69, ils sont en train de perdre tellement d'argent, que ce soit en assurance, en financier, en retard et tout, que ça va aussi désinciter les prochains projets à voir le jour. Ou en tout cas, ils ne vont pas les faire de la même manière. Ou pas de la même manière. Et c'est des trucs qu'on ne peut pas mesurer, quantifier, mais qui pourtant existent. Donc voilà. Oui, et puis même juridiquement, ce terrain-là sur lequel on arrivera à gagner, actuellement, il se ridiculise tellement dans la façon dont... il gère l'aspect juridique. Oui. Effectivement, on a l'impression que tout est fini parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils le disent. Non, c'est pas vrai. Je veux dire que là, ce qu'ils amènent aujourd'hui, mais c'est de l'ordre du ridicule, de l'ordre de ça ne peut pas marcher. Tout le monde va s'en rendre compte. Là. Oui, il suffisait d'être à l'audience. Ça, et c'est sûr qu'on gagne. Il suffisait d'être à l'audience pour voir le vide effectivement intersidéral de leurs arguments, y compris sur le plan juridique. Tu as tout à fait raison. Tu voulais réagir par rapport à ce qu'on vient de voir ou tu as juste été, comme moi, hypnotisé par le dessin? Non, c'est pas vrai. J'ai écouté aussi, je suis bonne élève. Non, mais c'est marrant. J'ai aussi réagi à ce moment parce que il y a... je sais plus qui c'est, je crois que c'est David Graeber qui dit à un moment donné dans une interview, il dit, vous savez, il n'y a jamais eu autant de gens conscients des enjeux et qui s'engagent. Et je trouve ça super de se le raconter, de se le redire que effectivement en fait ça détruit de plus en plus, mais ça avance de plus en plus et à plein d'endroits différents, au niveau de l'action directe et au niveau de comment on pense les choses. Et donc c'est important de se raconter que les deux choses en fait sont en parallèle. Ouais, et sur cette note optimiste, ça me fait penser à cette question, et je pense que ça va être la dernière question d'ailleurs, mais c'est la question de la joie. Parce que je pense que le soulagement, tu respires quand tu penses à ça. Parce que c'est vrai que dans l'artivisme, par exemple, je trouve que dans le être ensemble, créer ensemble, quand on se met sur un atelier où on fait des choses, ça crée ça. Quand il y a un moment aussi, saxo, trombone, d'un écureuil qui te répond en haut de son arbre, il y a un moment de joie, et la joie a une place très importante dans la lutte. Et on arrive avec sa colère qui nous a levé du canapé un peu. Et finalement, on se rend compte que la colère, ça ne va pas te faire tenir sur la longueur et que c'est la joie qui va te faire tenir. Quelle place la joie, elle a dans vos luttes ou dans la lutte pour vous? Tu veux répondre, Bernard, peut-être? Pour moi, quand tu dis joie, je pense au partage des situations et à la puissance que ça permet de faire exister. Le fait de savoir, en vibrant ensemble, qu'on est de plus en plus fort parce qu'on s'appuie les uns sur les autres. Et moi, c'est vrai que ça me porte complètement. Oui. Et c'est vrai que tu vas assez loin. Donc ça te porte bien. Je suis assez content que tu abordes, sinon je l'aurais fait. Effectivement, c'est central. C'est central, souvent, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent par la colère, par le dégoût, tout ça. Et en fait, cultiver la joie, c'est central si on veut durer dans le temps, parce qu'on a besoin de ça va aussi dans le soin dont on parlait tout à l'heure, il me semble. Bien sûr. Où effectivement ces moments de partage sont centraux. On ne peut pas lutter autant sans joie. Et d'ailleurs, le capitalisme ne nous propose pas de joie. C'est pas ça dont il est question. Si, attends, achète une voiture, achète une montre, tu vas être super joyeuse. Non, mais c'est pas la joie, c'est le bonheur. Non, mais c'est vrai que c'est une pas émotion qui n'est pas offerte par la consommation. Mais juste pour finir, en fait, c'est aussi ça que j'ai pu découvrir personnellement à travers la lutte, c'est que je me suis engouffré là-dedans premièrement par le sens que ça m'apportait et par les valeurs que j'y retrouvais, mais surtout par
par la joie, le partage, la bienveillance qu'on a entre nous dans ce monde qu'on essaye de créer au fur et à mesure du chemin qu'on essaye de se faire. D'inventer, ouais. Et ouais, et sans joie, sans larmes de bonheur comme de Parce tristesse. qu'il y a eu ça, il y a ça sur la lutte, il y a des larmes de bonheur. Il y a des gens qui effectivement s'embrassent dans les larmes de, et avec des larmes souvent de dans bonheur. les grosses manifestations là, qu'on a pu connaître avec les Soulèvements de la Terre, c'est des émotions très mixtes. À la fois beaucoup de colère quand on voit les destructions, quand on voit les répressions, et aussi à la fin quand on se retrouve et qu'on danse et qu'on fait de la musique et qu'on regarde des spectacles, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup d'intensité. C'est parfois difficile d'ailleurs à expliquer à des non-militants cette envie et cette nécessité d'avoir un moment artistique qui soit joyeux. Souvent c'est la musique, c'est vrai. Parfois c'est des moments de théâtre aussi ou des textes, parce que ça fait partie de cet échange qui est nécessaire, de se retrouver autour de... Et d'où le rôle de l'art, même si c'est un gros mot. C'est un grand mot quand même. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la joie, la question de la joie? Moi, si on rigole pas, moi j'y vais pas. Non, mais je me rends compte que quand je fais des trucs, à chaque fois, des fois, j'essaie que ce soit un peu émouvant et tout. Non, il faut d'abord rigoler. C'est un truc, c'est bien malgré moi, mais je me rends compte que j'ai besoin de cette énergie-là fort en général. Je crois dans la vie, mais peut-être parce que voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui me rendent triste. Moi, je crois que je suis plus triste qu'en colère. Des fois, je me pose un peu la question. C'est un peu comme ça que je réagis à ce qui se passe. Mais du coup, la réaction, c'est cette envie, de partager des moments. Et ce qui est étonnant, c'est que ça peut paraître. Ça peut paraître un peu, je sais pas comment dire, un peu en surface. En fait, quand on dit rigoler, quand on parle, ça peut paraître quelque chose de superficiel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un truc essentiel, très très profond là-dedans. Oui. C'est essentiel. Ce qui est profond, moi je pense, c'est la vibration, c'est-à-dire le fait qu'on vibre ensemble, le fait que c'est comme, on est relié par, je pense au son clair de ton instrument de musique par exemple. Tu vois, là c'est la vibration pure. Ouais, mais le chant partisan, le chant militant aussi. Ouais, complètement. Moi je suis contente qu'on finisse là-dessus, et peut-être que vous nous avez amené aussi d'ailleurs des références d'ouvrages qui vous donnent, qui vous remplissent et vous donnent de la joie, ou en tout cas... Et moi je voulais juste un dernier truc, mais qui n'est pas exactement sur la joie. Gouard me fait des signes désespérés de l'autre côté. C'est juste très rapidement, mais parce que moi je trouve que finalement pour moi le mot art c'est un piège un peu. Et je trouve que on en a beaucoup parlé de manière un peu diffuse comme ça, mais j'ai l'impression que basculer peut-être sur le mot créativité, ça permet de comprendre un peu plus que c'est à cet endroit-là que les choses se jouent, et que c'est à cet endroit-là qu'on se retrouve tous et toutes artistes ou créatifs en tout cas, parce que il y a besoin de créativité pour faire avancer les choses et créer des imaginaires dont on a besoin. Ouais. Et je parlais d'art parce que j'avais envie qu'on récupère ce mot. Ouais, mais je pense que c'est super de se poser la question et de voir à quel endroit il y a un piège dedans et à quel endroit on peut le redéfinir. Et que je pense que le point commun de tout ce qui se raconte, au-delà des formes artistiques prédéfinies, c'est la créativité des choses. Bon, là, on a un Gouard qui est en PLS. Hein, on va pas se mentir parce que c'est ça. Donc, on va conclure avec les ouvrages que vous avez. Parce que finalement, vous avez amené des bouquins, quoi. J'avais dit, vous amenez ce que vous voulez, musique et tout. Non, bon, des bouquins. Ouais, mais en fait, tu m'as demandé une référence, mais c'était trop dur. C'est hyper Donc, dur. j'ai décidé de désobéir. Mais je suis surprise. Donc non, j'ai quand même ramené Résister de Salomé Saké, le dernier bouquin. C'est ma dernière lecture qui parle d'extrême droite. Et à la fin, on avait dit qu'on finirait sur la joie. Non, justement, elle parle de joie militante à la fin, exactement, de qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et ça rejoint beaucoup ce qu'on s'est partagé. Et je pense que c'est très juste sur l'endroit où elle se place et dans la lutte d'aujourd'hui où elle en est. Et voilà, je pense aussi au bouquin de Juliette Rousseau qui s'appelle Joie militante, qui est aussi un essai féministe qui parle de ça, du soin et de la joie dans nos luttes. Et ça répare ces lectures. Ouais. Et puis ça fait bouger intérieurement aussi. Tu vois, c'est pas par hasard. Là, je parle de Salomé Saké, je parle de Juliette Rousseau. Et ma troisième recommandation, c'était, je pense que beaucoup de gens connaissent, le podcast Les couilles sur la table, créé par Victoire Tuaillon. Bernard
Bon. Allez, tu nous montres. Merci en tout cas, Erwan, pour tes Voilà, recommandations. moi, je montre ce livre-là, qui est un très beau livre, qui m'a été offert à un moment. Et voilà, c'est un livre qui fait des portraits de femmes. Le titre Femmes du monde, mais c'est surtout effectivement des femmes du monde entier. Et c'est Tito Lamazou, donc navigateur, qui, au travers de ses voyages, s'est arrêté et systématiquement, il a fait un travail, il s'est rapproché de gens, mais d'une diversité. Et voilà, c'est en fait un condensé d'humanité au féminin. Et ça te parle, bien sûr. Merci. Et Jean-Steve. Ouais, Jean-Steve. Alors, du coup, oui, c'est une autrice américaine. Du coup, ça s'appelle Vivre avec le trouble. C'est Donna Haraway, qui est écoféministe, qui est au départ zoologue et philosophe, qui est connue, enfin plus ou moins, parce que c'est une penseuse qui fait penser les penseurs et les penseuses. Enfin, elle s'attaque aux questions qui provoquent les questions. Elle s'attaque aux concepts qui nous font créer des concepts. Alors, tu as quand même dit que c'était pas facile à lire, et Non. là, je comprends mieux. C'est ardu, mais en fait, ce qui est hyper beau, moi le titre, il m'a beaucoup parlé, et elle déroule cette question-là de comment vivre avec, dans ce monde abîmé et le trouble que ça nous provoque. Et c'est les éditions des mondes d'affaires. C'est les éditions des mondes d'affaires, et elle parle, par exemple, d'intranquillité sereine. Et moi, ça me parle beaucoup parce qu'elle casse complètement dans ce livre, et même dans la forme du livre, c'est pour ça qu'il est compliqué à lire, les binarités des choses. Elle dit, la vie, c'est du compost, ça se malaxe, ça se mélange, et les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on veut bien nous le faire croire. Et elle est en permanence en train de remettre en question les choses et d'essayer d'imaginer quand même, malgré ça, de comment est-ce qu'on peut avancer avec. Alors quand elle dit devenir avec, c'est avec les autres personnes humaines et non humaines, parce qu'elle est aussi sur le vivant en général. Bon, j'en dis pas plus, mais elle redonne de la complexité de manière très positive à la pensée et à la pensée de la vie, quoi. De les lire. Merci beaucoup et à bientôt, à très bientôt, j'espère. Bon, en fait, j'ai oublié, Gouard m'a grondé et tout ça. J'ai oublié de vous donner les contacts. Non, en fait, c'est pas vrai, c'est lui qui avait oublié de me le dire. Hein. Donc, les contacts, vous les avez, ils s'affichent ici. QR code et tout ce qu'il faut pour retrouver les références diverses et variées. Bise et au revoir. Ça te va, là ? Super, ouais. Champagne.